Et salut à tous, c'est Ultima. Pour la vidéo d'aujourd'hui, je vous présente un build tank sur Glestalactos. Un build tank qui a quand même son petit lot de dégâts. On va voir on a beaucoup de façons de faire des dégâts. En tout cas, deux façons assez fortes de faire des dégâts. La première et la plus importante, c'est le champion du cœur, avec son passif qui déclenche explosion quand on gagne de l'armure. Explosion, c'est des dégâts magiques, donc vous voyez qu'on a un petit peu de dégâts magiques dans le build, sans trop non plus. Et enfin la deuxième façon, c'est l'explosion rocheuse. On va stack énormément d'armure, ce qui fait que très vite l'explosion rocheuse va faire des dégâts qui vont one shot n'importe quel monstre dans le jeu. Donc c'est très utile. On pourra même se permettre de l'utiliser assez tôt, puisque on a des spells de pioche qui permettent de faire revenir très vite nos spells en main. Donc au niveau des anneaux, pour commencer, dès qu'on part de build tank, on parle beaucoup de l'anognon, et voilà, ici on le prend aussi. Donc j'ai longuement hésité sur les masteries à prendre. J'ai pris l'armure en... puisque tout est bon dans l'anognon. J'ai pris l'armure en début de combat, puisque il faut quand même réussir à survivre au début. Même si on a des résistances, au début vous avez tous les monstres qui viennent vous taper. Les dégâts d'explosion mettent du temps à faire leur effet, à avoir leur impact. L'explosion rocheuse n'est pas chargée, donc il faut que vous puissiez survivre à ce début de partie, et c'est pour ça que j'ai mis toute cette armure au début. Et j'ai mis également ça, puisque vu le build et vu la façon de jouer qu'on aura, on est sûr qu'il va proc à chaque début de tour. Voilà. J'aurais pu prendre d'autres trucs, ça c'est intéressant, ça c'est intéressant aussi. Notamment quand on a sorti GH. Alors GH on le sort assez tard quand même dans le build, hein, même si on est très orienté terre, on le sort quand même assez tard. Ça c'est correct, mais beaucoup moins value que ça au final, puisque c'est que 20%. Le montant d'armure au final ne nous intéresse pas tant que ça, on veut juste de l'armure en fait. Donc ça proc à chaque tour, ça c'est une chance sur 5 à chaque tour, donc pas génial. Pareil ici, je me suis dit que ça pouvait avoir de l'impact, puisque on joue un build où il y a beaucoup de génération de PA quand même, en tout cas de manière assez correcte, mais c'est toujours moins value que ça, donc je suis parti là-dessus. On est sur de la résistance plutôt que des PV, évidemment, hein, on joue avec de l'armure, donc à quoi bon stacker les PV max s'ils ne sont quasiment jamais entamés tellement vous avez d'armure. Donc la résistance, elle, fonctionne avec votre armure, donc autant stack de l'armure, et de la résistance, pardon. Voici pour l'anognon. Anneau de terre, qui pareil, encore une fois, on le prend pour les stats, surtout, les stats de résistance et de gain d'armure. Ce qui nous intéresse ici, c'est ça. Votre héros gagne bouclier si vous avez au moins 5 jauges terre. Quand on viendra au compagnon, vous verrez que on invoque GH, c'est primordial, mais il est tout à fait possible de s'interdire d'invoquer d'autres compagnons uniquement pour bénéficier de ça. Puisque avoir un bouclier en chaque début de tour, ça veut dire que vous pouvez faire vos spells offensifs sur vous-même, faire proc le gain d'armure de cette masterise, quand on perd bouclier on gagne de l'armure, et vous remettre un bouclier derrière si vous avez le spell en question. Et si vous n'avez pas de spell de bouclier en main, ou que vous êtes sur un tour où vous remettez votre armure, votre champion du cœur, pardon, et bah ça vous fait tout simplement un bouclier gratuit. Voilà, donc ça c'est primordial dans le build, même si ça vient très tard, on veut quand même GH sur le board, donc on va pas... GH est plus important que cette masterise, on va dire. Voilà. Derrière on est sur la génération de jauge terre. Voilà. En gros c'est pas compliqué, puis ça pour que GH tienne au maximum. L'anneau pignâtre, dont on n'utilise pas du tout l'effet principal d'assommer, et donc j'ai mis cette masterise, mais c'est vrai que je m'en sers pas non plus, il n'y avait pas grand chose d'autre à mettre. Voilà. À la limite, quand j'invoque, les rares fois où j'invoque Tristepin, ça peut être utile, puisque ça fait un peu de PA, mais voilà. Les games ne durent pas assez longtemps pour que Tristepin soit invoqué et que ça soit rentable. Sinon, on est sur de la génération d'armure. Si j'ai pris l'anneau Peanut, c'est exclusivement pour cette masterise. Il faut savoir que sur une partie qui dure 7, 8, 9, 10 tours, si vous vous faites attaquer à chaque fois par les monstres, c'est énormément rentable. C'est peut-être la masterise dans tout ce que j'ai qui donne le plus d'armure au final. Donc c'est énormément rentable. Voilà, sinon après on est sur du classique, hein, de la jauge terre.
encore un petit boost de PV pour la mi-hache, et des résistances, et du gain d'armure. Classique. Le dernier anneau qui lui par contre peut changer, moi je l'aime bien. Quand on utilise notre réserve, on gagne 7 d'armure. 7 d'armure c'est pas beaucoup, mais ça fait proc le champion du cœur et c'est tout ce qu'on veut. On a pas mal de cartes dans le deck qui génèrent des PA de réserve, puisqu'on joue avec des spells à 7 en comptant l'explosion rocheuse plus le champion du cœur. Donc ça c'est le bienvenu. Et les 46 PV max, ça permet aussi d'être un peu plus confortable quand vous voyez que à partir en général du tour 3, tour 4, votre armure de base commence à s'effiler, vos PV sont entamés, voilà, ça permet d'être un peu plus serein, de rester au cœur de la mêlée malgré le fait que votre armure ait commencé à diminuer. Les compagnons JH obligatoires dans le build, que ce soit pour l'apport de bouclier, l'apport d'armure, son pool de HP qui est quand même impressionnant, qui permet de rester un bon moment en fight. Le coup de grâce est toujours utile. Voilà. Épinette, un bouclier gratuit, un switch de place qui peut avoir son utilité, que ce soit offensivement ou défensivement, et puis une pioche supplémentaire, même si on n'a pas spécialement de problème. Le héros endurci, j'ai pas encore monté sa masterise pour avoir le bouclier, mais c'est encore une fois un bouclier gratuit. Donc ça c'est dans l'ordre dans lequel on les invoque. Hein. On rush JH, même si on a les jauges pour les deux autres avant, on fonce sur JH en premier. Épinette, puisqu'on a de la jauge neutre. On a de la jauge neutre, donc Épinette peut sortir à un moment donné. On a beaucoup de jauge neutre même. Le héros endurci en troisième. Tristepin, lui, ne sort quasiment jamais. Quand il sort, c'est si j'ai les jauges en fin de game pour bénéficier de son attaque, qui est quand même assez colossale, mettre des patates. Voilà, c'est tout. Au niveau des spells, l'explosion rocheuse qui va faire des dégâts monstrueux très vite dans la game. Et ensuite, on est sur des spells qui génèrent de l'armure et des PA ou des boucliers. Voilà. De la pioche sur 2 des spells. Puisque le but du jeu, c'est d'avoir le champion du cœur 100% uptime. Si vous avez passé un tour avec le champion du cœur qui n'est pas actif, c'est beaucoup de dégâts qui sont perdus, des dégâts d'explosion. C'est votre principale source de dégâts, les explosions. Donc il faut absolument que vous arriviez à gérer votre deck et votre pioche pour pouvoir avoir l'armure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut utiliser vos sorts de pioche à bon escient et qu'il ne faut pas hésiter à avoir des cartes mortes dans le deck. Par exemple, vous avez des spells qui coûtent 3 PA qui génèrent un sort de jauge. Vous pourriez dans un même tour faire un spell à 3, consommer spell à 4, mais ça vous mettrait une carte de plus avant de repiocher l'armure. Si vous me suivez. Donc attention, quand vous faites ça, c'est pas grave d'avoir des cartes mortes en main à partir du moment où vous arrivez à avoir 100% uptime l'armure. Voilà. Notamment l'explosion rocheuse, qui va être une carte morte à un long moment avant de donner son utilité en fin de game. Voilà. Au niveau des compétences, donc évidemment, ces deux-là, c'est obligatoire. On joue pas avec le météore. Il proc qu'une seule fois sur une attaque, c'est des dégâts physiques, non, on s'en moque. Il y a très peu de choses d'intéressantes sur l'arbre rouge. Ça, on le rentabilise que quand JH est arrivé, et c'est assez tard dans la game. Donc pas très intéressant. Ça, c'est des dégâts physiques, bon. Mais au moins, ça proc à chaque tour, c'est autour de nous, et les monstres sont souvent autour de nous. Ça, c'est de l'armure en plus, donc on prend. Et ici, des dégâts magiques en plus, on prend aussi également. Ça peut être extrêmement value. Je rappelle que l'explosion, c'est des dégâts magiques. Donc, si vous avez ne serait-ce que 3 monstres autour de vous, c'est 60% dégâts magiques gratuitement. On a de base que 48, donc on passe à 108 juste avec cette masterise. Si on a 3 monstres autour de nous, voire plus. On peut monter jusqu'à 5, 6 autour de nous. Et enfin, ça que je commençais à monter là sur mon niveau 71. Votre héros se soigne de 4 PV, pour l'instant c'est 4, voilà. Ça permet de sustain, de temporiser plus à partir du tour 3, 4, quand vos PV commencent eux à être amoindris, et que vous sortez JH. JH va faire remonter votre armure, et vos PV vont remonter tranquillement. Le temps qui tue JH, vous allez repasser full life, une fois que cette mastery sera montée plus haut, j'entends. Il y a même moyen de sacrifier ça, l'aiguisage aérien, pour aller tout de suite chercher ça. Bon, je pense que le gain de points de vie n'est pas colossal, mais quand on multiplie les tours, encore une fois, ça apporte vraiment de la value.
Voilà pour le deck, on va voir ce que ça donne tout de suite. Donc le combat sera assez long, mais assez intéressant quand même. C'est parti. Ok, c'est parti. Donc face au Bourg en diamant 10. Je vous rappelle, voilà, le T1, le principe. Essayez de générer un PA de réserve pour pouvoir mettre l'armure au T2. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est que vu qu'on veut récupérer l'armure, le champion du cœur, le plus vite possible, il faut mettre un minimum de cartes entre deux armures. Donc les cartes qui coûtent 3, on va les mettre en synchronisation avec les boucliers. Mais l'idée c'est de pouvoir repiocher à temps l'armure. Donc on aura des cartes mortes dans la main, c'est pas dramatique. L'important c'est de faire des tours pleins. De toute façon on a déjà un spell de pioche pour aller la rechercher. On va regarder au fur et à mesure comment l'explosion se stack. Niveau 4, niveau 5. Ok. Ici on va piocher. On va piocher ou alors oui, on va juste piocher. Donc on va essayer de se débarrasser de ceux qui font le plus mal en premier, 179 d'attaque. Donc là j'ai un tour de pioche qui est mort, c'est dommage, là je pioche pas. Je voulais pas consommer ça justement pour pas qu'il se retrouve avec l'armure, avant l'armure. Donc mon armure tient toujours, j'ai pas perdu un seul point de vie pour l'instant. J'ai toujours de l'armure qui stack. Et il me reste deux auras, non, une seule aura champion. Donc là il faut absolument que j'utilise ce bouclier pour la récupérer. Pour regagner un sursis. On va faire celui-là plutôt. On va le faire sur toi. Donc j'aurai pas un 100% uptime sur l'armure là. Parce que là même si je la pioche, j'aurai pas le PA nécessaire. À moins que j'ai de la chance avec ce spell, oui. Si là, s'il vient, il vient me taper, ce spell, le point de glace coûtera 0, il me remettra un PA dans la réserve. Il faudrait que... Ok, super. Ils sont gentils avec moi. J'ai toujours 200 d'armure. Ils n'arrivent pas pour l'instant à percer l'armure. Donc c'est nickel. Ça tient, ça tient. Pourtant ils ont de l'attaque, hein, mais ça suffit pas. Trop de résistance, trop d'armure. Donc comme je disais ça. Et il a 41 PV, il va mourir sans que j'ai besoin de le focus. Hein. Je peux invoquer Triste Pain, mais je ne veux pas. Je me garde pour l'ami Jahash, pardon. Voilà, donc un de moins déjà. Lui va prendre le relais. Alors lui, je sais pas pourquoi, il est AFK ici. Mais... je sais pas. Ah, est-ce que je vais perdre des points de vie? Attention. Ça y est, les premiers points de vie perdus. Et l'armure qui continue à ticker. L'explosion rocheuse, on est niveau 26. Donc là, voilà, j'avais même oublié cette carte, mais prochain tour, je peux faire badaboum. On va générer un bouclier et on va... Je voudrais avoir un PA de réserve pour le prochain tour, donc je vais juste faire ça. Je perds un peu de value sur ce tour, mais c'est pas dramatique. J'invoque Jahash. Alors Jahash, je voudrais... Il va taper ça, Jahash. J'ai pas de value à utiliser son passif maintenant, donc... Voilà. Nickel. Ah bah lui il va mourir. J'aurais bien aimé que lui il vienne pour prendre un peu l'explosion rocheuse là, mais tant pis. Donc je suis remonté à 176 d'armure. Avec Jahash ça va très très vite. Ah c'est pas génial ça. Est-ce que j'ai de quoi aller le taper là-bas? Oui. Je vais faire ça. Pour voir un peu les dégâts.
Elle regagne un peu d'armure. Elle regagne encore un peu d'armure. 740 points de vie. Voilà. Voilà pourquoi l'explosion rocheuse on la met dans le deck. J'ai pas beaucoup de dégâts magiques, hein. C'est juste la croissance naturelle de l'explosion rocheuse qui fait les dégâts. Est-ce que JH survit à ça? Oui. Ok, bon bah lui se suicide, très bien. Voilà, bon bah c'est la fin de la game hein, là-dessus. Ok. Voilà. Donc un build tank mais qui a quand même son lot de dégâts. Je vous le conseille quand même pas pour leveling parce que bon c'est les combats sont lents, hein, vous l'avez vu. Mais voilà, c'est sympa à jouer. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un petit j'aime. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.